Au Mali, coup d'état militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Il fallait condamner beaucoup plus franchement ce qui se passait. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, ce sont les Russes, les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne l'auraient pas donnée. Si le Mali devenait un État djihadiste. C'est la France, dans ce cas-là, qui risque de voir le Mali comme une base arrière. C'est pas simplement la France, d'ailleurs. C'est pas simplement la France. C'est l'ensemble d'abord du continent africain, parce qu'il y a tout le Sahel, Niger, Burkina Faso, etc., Sénégal. Et puis c'est l'Europe. Et les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser pas simplement le Mali, mais la France. Voilà donc Hollande en plein mensonge. C'est-à-dire que lui, quand je l'ai vu, j'ai dit ça c'est une galette des rois pour l'après-midi. J'ai dit ça là, vraiment, oh, celui-là, il s'est servi en hostie pour la communication politique de l'après-midi. Pourquoi les 100 rafales français promis par le président Emmanuel Macron n'aideront pas l'Ukraine à gagner la guerre contre la Russie, selon le ministre des Armées français? Parce que l'OTAN ne peut pas battre la Russie en Ukraine. La France a repris ses exportations d'uranium vers la Russie. Dans tout le pays, le peuple exulte. Des foules se rassemblent, les gens célèbrent leur joie et soutiennent leurs soldats. Mais sur le terrain, la situation n'est pas encore totalement apaisée à Kidal. Les FAMA organisent alors des patrouilles régulières avec des albatros L-39 pour traquer les groupes armés terreau jusque dans leur dernier retranchement. J'ai cru que c'était une blague ou une comédie. Le coup d'état du président Assimi Goïta n'aurait jamais dû être toléré. Parce qu'ils ont toléré tous les coups d'état au Mali ou en Afrique qui servaient leurs intérêts. C'est tout. Il oublie qu'un des renversements de pouvoir les plus spectaculaires de la décennie, maquillé en révolution colorée Made in Occident, a eu lieu en Ukraine en 2014 pendant son propre mandat. Et la France l'a reconnu immédiatement comme légitime, car ce coup d'état servait leurs intérêts au détriment de ceux des Russes. Il oublie que ce qui arrive aujourd'hui au Mali, au Sahel, n'est rien d'autre que la suite logique du chaos semé en Libye par la France, les États-Unis et autres. Personne ne peut l'oublier. Personne ne peut le balayer d'un revers de main. C'est l'erreur stratégique et politique de Paris, portée aussi bien par Sarkozy que par Hollande. En détruisant l'État libyen sans apporter de solution, ils ont ouvert un corridor où les groupes armés ont pu se structurer, se réarmer et se répandre dans tout le Sahel grâce à eux. Dire que la Russie déstabilise le Mali et l'Ukraine en laissant croire qu'elle est la seule puissance étrangère impliquée est tout simplement amusant. La France, par ses interventions militaires, ses ingérences politiques, son système de la France-Afrique, ses OPEX et son influence économique, a joué un rôle réel dans l'instabilité du Mali et plus largement de la région, souvent au détriment des intérêts des populations locales. Il oublie que les terreaux circulaient librement à Bamako, à Kati, hissaient leurs drapeaux sans être inquiétés, organisaient des défilés, chantaient leurs hymnes, construisaient même des biens à leur nom devant le peuple et entraient dans la capitale comme bon leur semblait. Je vis cette situation avec beaucoup de douleur. Parce que j'ai été le président qui a envoyé des forces françaises au Mali et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali, pour précisément lui éviter de tomber sous la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, finalement, vous posiez la première question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, conséquence du fait que la Russie s'est substituée à la France. Les Russes les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne l'auraient pas donnée. Donc aujourd'hui, on peut dire, c'est loin, ça nous intéresse pas. Si ça nous intéresse. Là, il y a une menace. Les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser pas simplement le Mali, mais la France. Monsieur Hollande dit qu'il vit la situation du Mali avec beaucoup de douleur. Bon, je ne me souviens pas qu'il ait participé même à une cagnotte pour aider les victimes du terrorisme au Mali. Je ne me souviens pas que François Hollande ait lancé une initiative humanitaire pour soutenir le peuple malien. Ben, on peut se demander de quelle douleur il parle. Il a mal où? Ça, c'est un. Mais comment il peut dire qu'il vit cette situation d'une manière difficile? Qui a mis le Mali sous la déstabilisation du terrorisme? Il ne veut pas en parler, Hollande. Mais nous, on va en parler.
François Hollande, qui arrive au pouvoir en 2012, ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Au nom du principe de la continuité de l'État, la France, qui a participé au saccage de la Libye, est responsable de la déstabilisation du Mali. L'intervention française au Mali, de ce point de vue, relève donc de la stratégie du pompier pyromane. Il dit qu'il est le président qui a envoyé des soldats au Mali, et il y a eu plus de 50 morts et de nombreux blessés. Oui, ça c'est vrai. Sauf que l'armée malienne, à travers le chef de l'État intérimaire d'alors, Dioncounda Traoré, chef suprême des forces armées de l'époque, demandait uniquement à la France d'apporter un appui feu aérien, c'est-à-dire d'intervenir par des bombardements d'aviation et de donner un renseignement grâce aux satellites français sur les positions précises des terroristes. François Hollande a violé la demande précise du chef de l'État malien. Il a forcé la main au Mali et au lieu d'apporter uniquement l'appui feu aérien et le renseignement qui était demandé, François Hollande en a profité pour envahir militairement le Mali. Du jour au lendemain, le Mali s'est retrouvé réoccupé militairement par l'armée française, qui est pourtant l'ancienne armée coloniale qui a ensanglanté ce pays pendant plusieurs décennies, entre le 19e et le 20e siècle. Hollande parle aussi du fait que plus de 50 soldats français ont perdu la vie au Mali. On parle de 54 soldats français. Il s'agit là d'une moquerie envers le peuple africain. Parce que l'Afrique a donné des millions d'êtres humains pour libérer la France pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Sans l'Afrique, la France ne serait pas libre. Si on doit faire une balance hémoglobinaire entre la France et l'Afrique, qui doit du sang à qui? Monsieur Hollande veut-il nous dire en fait que les 54 soldats français morts lors de l'intervention militaire française au Mali valent plus que les millions d'Africains morts pour libérer la France? Pour qui prenez-vous les Africains? Nous allons vous apprendre à nous considérer selon le principe de One Life, One Life. Pourquoi il ne veut pas donner les raisons pour lesquelles la France s'est retirée? Parce que s'il donne les raisons, ça remet en cause son discours. La France ne s'est pas retirée. La France a été sommée de partir. C'est le Mali qui a ordonné à l'armée française de partir. L'armée française n'est pas partie du Mali de son propre chef. François Hollande ment. Elle ne s'est pas retirée. Elle a été radiée du sol malien. Voilà les faits. Ils écrivent l'histoire en retournant les situations. François Hollande, pour qui se prend-il? Pour juger de l'histoire du Mali. Pour dire ce qui est tolérable ou intolérable au Mali. Pour qui se prend-il? Dans sa tête, la France est propriétaire du Mali. Il parle comme s'il s'agit de sa propriété, sa chose. Hollande a été président de la 5e République qui a été fondée par un putschiste, un rebelle. Quelqu'un qui avait même été condamné à mort par les tribunaux français du régime Pétain, le général de Gaulle. Il faut donc à M. Hollande souffrir d'un déficit chronique de mémoire pour parler avec mépris du coup d'État, du président Assimi Goïta au Mali. Vous n'avez rien à dire. Ou du moins vous pouvez parler, mais vous n'avez aucune décision à prendre sur ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas votre affaire. Ce ne sont pas les Maliens qui ont fondé la 5e République française. Ce sont des Français. Et donc, quand il y a une révolution au Mali, ce n'est pas votre affaire. Vous devez vous contenter d'observer comme tout le monde. Parce que quand il y a une révolution en France, comme celle des Gilets jaunes, le Mali n'intervient pas. Il ose avoir une position de jugement de valeur. Il ose distribuer les bons et les mauvais points. Qu'en est-il de tous les coups d'État qui ont été perpétrés par la France en Afrique? Plus de 100 coups d'État du 20e au 21e siècle, dont la France a été coupable. Ce n'est pas une profession carton. C'est la géopolitique nue, froide et cruelle. La France sait qu'elle n'a ni l'industrie, ni la munitionnosphère, ni la capacité logistique, ni même la volonté politique pour affronter Moscou. Alors, elle vend des illusions. Elle parle de 10 ans pour les livraisons Rafale, histoire de ne pas dire la phrase interdite. Ils ne peuvent rien faire de plus et ils le savent. Tout le monde dans les états-majors occidentaux a compris que la Russie produit plus vite que l'Europe, elle encaisse mieux que l'OTAN, elle mobilise sans trembler, elle frappe sans demander l'autorisation d'une commission parlementaire. Les responsables occidentaux ne sont pas des idiots. Ils savent très bien que livrer quelques rafales, c'est juste une manière polie de prolonger la guerre, mais pas de la gagner. Ils savent que la Russie ne va pas s'effondrer demain,
ni dans 6 mois, ni dans l'espace-temps de 10 ans. Ils savent que le rapport de force est verrouillé. Ils savent que l'Ukraine ne récupérera pas 2014, encore moins 2022. Mais ils doivent continuer à parler, à promettre, à rassurer l'opinion, à vendre le rêve. C'est ça leur stratégie. Lisons. Greenpeace a dénoncé dimanche auprès de l'AFP l'intensification du commerce nucléaire entre la France et la Russie en pleine guerre en Ukraine, après avoir observé samedi le chargement à Dunberg d'uranium de retraitement à destination de la Russie. Et je tiens à préciser que c'est le premier envoi observé depuis 3 ans, depuis 2022, lorsque la France avait stoppé toute exportation à cause de la guerre en Ukraine. Et comme par enchantement, voilà que les expéditions reprennent. La raison est simple. Rosatom contrôle le seul site mondial capable de convertir l'uranium de retraitement avant réenrichissement. Sans ça, la France ne peut pas recycler ses déchets nucléaires accumulés. On parle ici de près de 35 000 tonnes en stock. Je répète pour les trolls qui ne comprennent absolument rien et qui sont russophobes, qui haïssent la Russie et tout ce qui est russe. Sans la Russie que vous haïssez, c'est tout simplement impossible de recycler l'uranium de retraitement français. Point final. Il n'existe aucune autre usine au monde capable de faire la conversion. La seule qui le fait, c'est l'usine de Seversk, en Sibérie. 100% Rosatom. En français facile pour les trolls et les propagandistes russophobes, si demain la France coupait totalement avec Rosatom, donc la Russie, les conséquences seraient catastrophiques. Aujourd'hui, on pourrait dire que la France est structurellement, techniquement et industriellement dépendante de la Russie pour recycler son propre uranium usé. Et ça, c'est la réalité crue derrière tous les beaux discours sur la souveraineté nucléaire et les menaces du président Emmanuel Macron. Et les éliminer un à un. Les patrouilles terrestres sont également menées à l'intérieur et autour de la ville. Des échanges de tirs sont enregistrés par endroits jusqu'à ce que la situation s'apaise progressivement. Avec l'aide de la population et des membres du renseignement basés sur place à Kidal, l'armée et ses partenaires russes parviennent à localiser et déminer toutes les mines dans et autour de la ville. Cap est ensuite fait sur les villes d'Abeybara, Aguelhok et Tessalit pour poursuivre les groupes armés terro-terro en fuite et nettoyer la zone par des opérations de ratissage. Un détachement est envoyé depuis Gao pour acheminer du matériel, de la logistique, du ravitaillement vers Kidal et lancer la sécurisation définitive de la ville. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de cette campagne de libération, dans ces différentes villes, nombre de nos soldats tombent sur le champ de l'honneur, ce qu'on a appelé le prix du sang, les martyrs et la détermination. Beaucoup de jeunes soldats sont tombés en martyrs, que ce soit à Anefis, à Aguelhok, à Tessalit et même à Kidal, pour permettre la libération de la région de Kidal, que ce soit d'Aguelhok à Tessalit et dans d'autres localités de la région. Un grand nombre d'entre eux avaient fait le serment de participer à la libération de Kidal et de tout mettre en œuvre jusqu'au sacrifice ultime pour la réussite de la mission. À Anefis, par exemple, certains soldats blessés refusent de retourner se faire soigner, préférant continuer la lutte, de peur que la marche vers Kidal et sa libération se fasse sans eux. À Kidal, comme à Aguelhok, les combats sont extrêmement violents, car les groupes armés terro-terro sont encore présents et encore armés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Ça n'a pas non plus été une guerre où la toute-puissance était du côté des Famas. Pas du tout. Enfin, du côté des Famas et leurs partenaires russes. Pas du tout. C'était une bataille rude, violente, avec beaucoup de morts des deux côtés. Le premier jour de la libération à Kidal, une vidéo est publiée dans laquelle on voit le drapeau des musiciens planté sur le fort de Kidal, actant de facto la prise de la ville. Ce drapeau sera ensuite remplacé par le drapeau malien qui flotte encore aujourd'hui sur la ville de Kidal, ce qui n'était plus le cas depuis 2012. Donc 13 ans plus tard, le drapeau du Mali flotte enfin sur la ville de Kidal. Mais le combat ne s'arrête pas là.
Une fois la campagne militaire terminée, la victoire acquise dans la région de Kidal, reste le combat politique à mener sur place. Le 22 novembre 2025, le président de la République du Mali, le colonel à l'époque Assimi Goïta, nomme le général Gamou gouverneur de la ville de Kidal. Cette nomination va faciliter la suite des opérations. La suite des opérations, que ce soit dans le domaine de la sécurisation ou de l'apaisement de la région. Avant de mettre en place son gouvernorat, le général et son détachement, accompagnés du Gatia, mènent une mission de patrouille d'envergure sur l'ensemble de la région pour traquer les dernières poches de résistance. Tous les recoins, toutes les grottes, toutes les collines que l'armée n'avait pas encore fouillées sont passées au peigne fin par le général Gamou et ses hommes. Ce n'est qu'à la fin de ce ratissage que le général Gamou installe son gouvernorat et commence son travail dans la ville de Kidal. Ramener la quiétude et la sérénité. Aller chercher les familles déplacées pour qu'elles puissent revenir chez elles en toute sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, le général Gamou continue de convaincre les familles déplacées de revenir à Kidal. Petit à petit, la vie reprend son cours, dans le calme et la sérénité. N'en déplaise aux perturbateurs qui, même vendredi dernier, lors de la cérémonie de l'an 2 de Kidal, de la libération de Kidal, ont lancé, on va dire, des roquettes pour perturber la cérémonie, mais ce qui n'a abouti à absolument aucun résultat. Des mesures sont prises des mesures vont être mises en œuvre pour insuffler une nouvelle âme à la ville. Car Kidal était une ville, à l'époque avant sa libération, où le HCUA, un groupe armé à mouvance terroriste, rendait la justice, gérait la prison et la force policière. Le MNLA, lui, s'occupait des patrouilles en ville. Les trois mouvements, le HCUA, le MNLA et le MAA, regroupés au sein de la CEMA, puis au sein du CSP, se partageaient l'administration de la ville, plutôt l'administration de la région. La mise en place de checkpoints et la collecte de taxes et d'impôts sur les populations, organisant ainsi un racket en bande organisée et amassant des fortunes sur le dos des habitants. Tout le monde a pu voir, lors de la visite du général de corps d'armée, le général Sadio Camara, ministre de la Défense, les installations extravagantes que ces groupes armés terreau ont construit pour eux et leurs familles dans la ville de Kidal. Des centaines de magasins à mettre en location, des maisons de luxe, l'exploitation illégale et le raffinage illégal de l'or des mines de la zone exploitée, elle aussi illégalement. Tout cela construit sur le dos des populations grâce aux rackets organisées, au détournement de fonds publics qui étaient demandés issus de l'accord d'Alger. Il faut savoir que l'État central payait tout un tas de choses pour la région de Kidal à tout temps, de tout temps. Que ce soit lorsque des politiciens souhaitent aller à Kidal, comme j'ai dit, ils doivent payer une rançon. Que ce soit dans les accords d'Alger, il est indiqué que l'État doit investir pour la zone de Kidal. Sauf que tous les investissements qui ont été faits pour la région de Kidal n'ont jamais été utilisés pour développer la zone. Pas un mètre de bitume n'a été réalisé. Pas un puits n'a été foré. Rien de cela. Tout l'argent est parti entre les mains de ces groupes armés terreau qui l'ont utilisé pour s'enrichir personnellement. Le général Gamou étant un natif de la région, alors pas spécialement de Kidal, le général Gamou est plutôt natif de la région de Ménaka. Mais il faut savoir qu'à l'époque, Ménaka n'est pas encore une région, elle fait partie de la région de Kidal. A réussi quand même, il faut le saluer, la mission de réconciliation et d'apaisement de la ville. C'est très important. Une chose importante que le gouvernement aussi a réalisée, c'est l'envoi rapide après la libération de différents ministres à Kidal. Chacun venant s'acquérir des besoins de la ville selon son portefeuille ministériel et apporter une réponse rapide aux attentes des populations, que ce soit dans l'éducation, les infrastructures et les routes, les transports, les services d'État, les services sociaux, etc., etc., etc. La santé aussi et tout un tas d'autres choses. Parallèlement à ça,
parallèlement à cet envoi de ministres, un envoi massif de gendarmes et de policiers est organisé. Aujourd'hui, et ce, après 13 ans d'absence, toute l'administration de l'État est de retour à Kidal. Police, gendarmerie, éducation nationale, douane, services hospitaliers, services administratifs et bien d'autres sont présents à Kidal. Kidal est désormais sous surveillance de l'État malien comme le lait sur le feu. Au même titre que toutes les villes libérées par l'État, notamment la ville de Ber, la ville d'Aguelok, la ville de Tessalit, la ville d'Adéfis, les villes d'Abeybara, Menaka, Gao, ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà pour le parcours d'une reconquête historique dont le nom de code est la 5e bataille de Kidal, que je voulais partager avec vous suite à mes différentes recherches, à différents témoignages recueillis, à un recoupage d'informations. Et voici un peu tout ce que j'ai pu tirer comme information sur ce qui s'est passé lors de la libération de la région de Kidal, notamment la libération d'Adéfis, en passant par Aguelok, Tessalit, en redescendant vers Kidal, nettoyage des zones d'Abeybara et nettoyage de toute la région de Kidal. Une campagne où la stratégie, la patience, la détermination, le sacrifice des soldats et le soutien du peuple ont permis de ramener Kidal enfin dans le giron de l'État malien. Après plus d'une décennie de contrôle par des groupes armés, rebelles et terreau, aujourd'hui, Kidal est définitivement une ville malienne et on est à l'an 2 de la libération de Kidal. Vous étiez dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base, spécial 14 novembre 2023, 14 novembre 2025, parcours d'une reconquête historique. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse